Mesdames, Messieurs, bonjour. Très bon réveil à vous dans vos maisons. En pratiquement 10 ans de gouvernance, Patrice Talon, rarement nous l'avons vu visiter des chantiers. Ce mercredi, le chef de l'État s'est rendu sur deux différents sites afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Il s'agit des projets de la route des pêches et du site de Ouida Golf Club, dont l'aboutissement, selon la vision du chef de l'État, participera au rayonnement touristique et économique du pays. Avant cette descente, Patrice Talon était déjà à Ouida fin septembre pour visiter aussi plusieurs chantiers, notamment ceux du bateau du départ du village artisanal, quelques sites mémoriels et hôtels en cours de construction. À quelques mois justement de la fin de son mandat, Patrice Talon est en mode inspection. Les analyses de Franck Arnaud de Ulrich Gaba sont à suivre dans un instant. Et puis dans Actu matin de ce jeudi, je serai avec Judikel Biaou. Il est le directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative au ministère des Sports. Avec notre invité, nous aurons les détails sur le festival de la jeunesse que le ministère des Sports organise les 10 et 12 octobre 2025. Le programme détaillé et les activités, bien entendu, qui sont concoctées seront au menu de nos échanges. On va retrouver aussi Florence Bossard quand il sonnera 8h30 dans Actu sur le net. Nous ferons le point de vos commentaires et avis sur les grands sujets de la semaine tels que vous les avez publiés. À nouveau, bonjour et bienvenue sur Actu Matin, la matinale qui vous ouvre les portes d'une bonne journée. On va suivre à présent la une des quotidiens parus ce jeudi matin. Qu'est-ce qui fait l'actualité à la une des quotidiens parus ce jeudi matin? On commence par fraternité, sortie de talons sur les chantiers. La fierté du devoir accompli. Élections générales de 2026, les grandes dates des législatives et communales sont connues, c'est à dire dans les colonnes du journal Fraternité. Et puis justement, les conditions économiques ne doivent pas empêcher l'Afrique à se projeter. C'est bien sûr une réflexion à lire dans les colonnes du journal. On va retrouver à présent la primeur. Élection générale 2026. La Sénat dévoile le calendrier législatif et communal de 2026. Afrique du Sud, intégration sous-régionale. Le président Louis Vlavonou réaffirme l'engagement du Bénin. Présidentiel 2026 au Bénin. Des instructions du chef d'état-major général pour le respect strict de la neutralité politique de l'armée. Martin Libre à présent. Issa Salifou à propos du candidat de la mouvance. Wadaï va desserrer les ceintures. Et puis candidat FCBE à la présidentielle, Paul Rumpe investi le 19 octobre. Son colistier connu dimanche prochain. Le tribunal de Parakou, 3 prisonniers s'évadent, un rattrapé. Drame à Cotonou. Une maison ravagée par les flammes. Le matin, à présent, espace UEMOA, le Bénin se distingue comme un bastion de stabilité financière. Élection générale 2026, la Sénat dévoile le calendrier couplé des communales et législatives. Utopie des systèmes démocratiques en Afrique. Quel type de démocratie pour les pays africains dans 30 ans? C'est une analyse du juriste et écrivain Tawanou Eve Savi. Le meilleur à présent, 13e conférence annuelle des présidents des parlements nationaux et régionaux africains. Le président Louis Vlavonou porte la voix de l'intégration sous-régionale en Afrique du Sud. Info matin, normalisation de litige domanial à Ouama. La mairie d'Abomey-Calavi lance un recensement des présumés propriétaires. Intensification des actions en nutrition au Bénin. Les points focaux communaux et relais départementaux désormais mieux outillés. Et puis prison civile de Parakou, spectaculaire évasion de 3 prisonniers en instance de jugement.
Les quatre vérités à présent, duo de candidats du parti FCBE, investiture de Paul Rompé et son colistier le 19 octobre. Et puis, présidence 2006, le cercle des enseignants de supérieur engagés soutient le duo Wadaï-Talata. Commune de Soava, CEG Veki, la fondation Amoussou soutient les candidats au BPC avec une enveloppe financière. Et puis la Sénat qui publie le calendrier électoral des législatives et puis les communales. D'abord à présent, multiplication action sociale à fort impact dans l'arrondissement de Tchatou. Joël Domagui, un ange pour les populations ayant poids lourd pour le bloc républicain. À bâton rompu avec les journalistes de Paracou, Basile Thibozo, concrétise une promesse électorale. La nouvelle génération Bénin présidentielle de avril 2026, le projet de société du parti Les démocrates disponibles. Il s'agit d'un travail minutieux qui a pris en compte les aspirations de toutes les couches sociales, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous informe le quotidien. Vous avez aussi le calendrier électoral publié par la Sénat pour ce qui est des élections législatives et communales. Et puis, aux partis politiques concernés, positionner les hommes et femmes qu'il faut aux places qu'il faut. On va retrouver notre quotidien à présent, Dynamise Info, candidat des démocrates pour la présidentielle, Daniel Eida, un profil qui rassure de l'alternance, ce nom, Dynamise Info. Et puis appel des LD à sursoir la désignation de son duo quand la peur de la compétition fait délirer la mouvance, selon Dynamise Info. Décryptage info à présent, perspective économique en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne, la croissance régionale projetée à 3,8% en 2025. Présidentielle 2026 au Bénin, la FCBE fixe l'investiture de Paul Rompé au 19 octobre 2025. Et puis, conformité fiscale avant les élections générales 2026, 12 508 quitus fiscaux déjà délivrés aux potentiels candidats. Matinale à présent, qualité de soins et sécurité des patients au Bénin, de nouvelles exigences dès le 1er janvier 2026. Les explications du président de l'ARS sont à lire dans les colonnes du journal Le Matinal. Élection 2026, le calendrier des législatives et communales couplé, dévoilé, la boussole des 34 prétendants du Parti Les Démocrates, voici les poids lourds et les outsiders. Eh bien, c'est à lire dans les colonnes du journal La Boussole. Et puis, présidentielle 2026 au Bénin, le parrainage concerne le duo et non le candidat seul, précise La Boussole. L'économiste programme Agro-Studi, le FNDA, signe la convention avec les bénéficiaires. L'autre quotidien, mise en œuvre de la loi 2025-19 du 22 juillet 2025 relative aux associations et fondations en République du Bénin, le gouvernement acte l'application intégrale de la loi. Projet touristique à Ouida, les maraîchers d'Avlekété seront réinstallés avec de nouvelles perspectives économiques. Autorité de régulation des marchés publics et des acteurs formés à l'appropriation de la réforme du e-procurement. L'emblème du jour, inquiétante insécurité routière, Tokpa, la roulette russe de nos routes. Parrainage électoraux et liberté de choix, on peut toujours se retracter selon l'emblème du jour. Installation du deuxième adjoint au maire de Porte-Nouveau ce jeudi. Docteur Raymond Koumagnon prend ses fonctions. Et puis une réflexion politique en Afrique par Tawanou Evesavi. Quelle démocratie pour l'Afrique de demain?
Le patriote à présent, refus d'octroi de quitus fiscal, Ganou Soglo dénonce une injustice selon le journal. Élections législatives et communales 2026, la Sénat publie les dates clés du processus. Et puis dans le cadre des présidentielles, une neutralité stricte imposée à l'armée. L'informateur à présent, construction du club Made, le gouvernement réinstalle les maraîchers. Polémique autour de la vacance ou non du poste vice-doyen à Parakou et à Bomekalavi, Mokhtar Adamou dans le décor selon l'informateur. Présidentiel 2026, le colistier de Rompet dévoilé en fin de semaine. Et puis on va retrouver Fraternité pour finir, sortie de talent sur les chantiers, la fierté du devoir accompli, élection générale de 2026, les grandes dates des législatives et communales connues, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Fraternité. Voilà pour vous l'essentiel à retenir de la une des quotidiens parus ce jeudi matin. On va suivre le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, à découvrir dans ce bulletin la plateforme numérique du dialogue avec le secteur privé au Bénin, lancée ce mardi en rêve de la cellule technique d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements qui se concrétise grâce à l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers dont la GIZ. De quoi s'agit-il et quelles sont ses ambitions? On en parle dans un instant. On parlera également des résultats de la politique éducative mise en œuvre depuis 2016, marquant une transformation significative du secteur de l'enseignement maternel et primaire au Bénin. Ils sont consignés dans un magazine de son nom lors du bilan. Le document a été présenté aux journalistes lors d'un dîner de presse. Ingrid Day, bonjour. Oui, Eric, bonjour et bien bonjour à tous. Les acteurs du secteur privé et public du Bénin peuvent désormais soumettre leurs requêtes en ligne. Ceci grâce à la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin, conçue pour favoriser et améliorer le climat des affaires. À l'initiative, la cellule technique d'appui à l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. L'outil a été présenté aux différents acteurs concernés mardi dernier à Cotonou. Suivant. Le voici, l'outil tant attendu par les acteurs de la société civile et des secteurs publics et privés du Bénin pour renforcer leur synergie d'action et promouvoir le développement économique durable et inclusif au Bénin. Il s'agit de la plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin, un espace de rencontre, d'écoute et d'action commune entre l'État et les entreprises privées. L'objectif général de cette plateforme digitale intégrée est de permettre de recevoir et de traiter en temps réel les données sur les préoccupations du secteur privé au Bénin. C'est un outil qui vise à instaurer un dialogue constructif, à faciliter l'interaction et à garantir la prise en compte des besoins exprimés par des entreprises. Je tiens également à remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment la coopération technique allemande à travers le projet réforme de la GIZ. Leur soutien indéfectible a été essentiel pour donner vie à cette initiative. Il a fallu un an de réflexion, de dialogue et d'engagement pour que naisse cette plateforme présentée ici à l'assistance. Cet outil, un véritable catalyseur pour le développement économique du Bénin, offre une panoplie d'opportunités aux communes. Les communes ont accueilli l'idée et aujourd'hui nous avons sur la plateforme plus de 20 communes qui ont déjà publié des idées de programmes d'investissement qui sont en train de présenter au secteur privé afin que le secteur privé manifeste son intérêt. Je partage pleinement l'idée que la compétitivité d'un territoire repose sur sa capacité à favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat. C'est dans cette optique d'ailleurs que cette plateforme a été conçue pour recueillir les besoins
et les attentes du secteur privé afin de valoriser les projets d'investissement identifiés au niveau des communes et des organismes publics. La plateforme numérique de dialogue avec le secteur privé au Bénin est accessible sur le site web www.dialogue.finance.bj. Au ministère des enseignements maternels et primaires, l'heure est au bilan. 9 ans après le début des grandes réformes dans le sous-secteur de l'éducation de base, le ministre Salimane Karimou a procédé au lancement d'un magazine qui retrace les progrès réalisés et les défis à venir pour l'école béninoise. Il a présenté le magazine mardi dernier aux hommes des médias lors d'un dîner de presse suivant. L'heure du bilan. C'est le titre du magazine lancé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Il s'agit d'un document de référence qui retrace près de 10 ans de réformes et de progrès dans le sous-secteur de l'éducation de base sous le régime de la rupture. La production du présent magazine se justifie par une volonté manifeste de faire connaître la quintessence de tout ce qui a pu être fait aux générations présentes, de pouvoir léguer ce magazine à la postérité qui y trouvera sans nul doute la traçabilité des faits ayant marqué le sous-secteur des enseignants maternels primaires de 2016 à maintenant. De permettre à ces lecteurs de pouvoir se faire une opinion avisée sur la trajectoire de l'éducation formelle au Bénin sur la période couverte et de leur donner in fine la possibilité de le consulter aussi longtemps que nécessaire à des fins divers. Les acquis mis en exergue dans le magazine présenté aux hommes des médias sont, entre autres, la construction de 8000 salles de classe, 3000 réhabilités, des milliers d'enseignants et du personnel d'encadrement recrutés, le retour de la dictée, l'introduction du numérique, le renforcement du programme d'alimentation scolaire, la promotion active de la scolarisation des filles. Et ce sont ces acquis qui mettent en avant l'équité et la modernisation de l'enseignement de base au Bénin qui ont valu à Salimane Karimou d'être distingué par l'Ordre mondial des grands bâtisseurs. Qui symbolise le champion que vous constituez pour le secteur de l'éducation en Afrique. Prenez ce trophée qui constitue une fierté, non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique tout entière. Votre marque universelle des grands bâtisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans votre vision et que le Bénin rayonne et que l'Afrique rayonne. Le Bénin éducatif rayonne et que l'Afrique éducative rayonne. Avec l'heure du bilan, le ministère des Enseignements maternels et primaires signe un tournant symbolique, celui d'une école béninoise plus moderne, plus inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Dans le département de Mono, le projet conçu pour l'épanouissement des femmes donne déjà ses effets. C'est le constat fait sur le terrain par le comité technique départemental en charge de ce projet. C'était lors d'une tournée effectuée par le préfet Bienvenu Milorin, président de ce comité. Voici les détails avec Narcisse Alossey Florent Dou. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres du comité technique départemental en charge du projet pluriel ont été accueillis ici à Gamay, un arrondissement de l'Okossa. Accueillis par un groupement féminin qui bénéficie de l'appui matériel du projet pour la transformation des noix de palme. En temps, on n'a pas de matériel de travail pour travailler. Mais grâce à projet pluriel, on a reçu des matériels, des tricycles, des découpeuses, mais tous les matériels de travail pour la fabrication de noix de palme. Tout comme ces femmes, une vingtaine de groupements féminins identifiés dans le département du Mono bénéficient de l'assistance de ce projet conçu pour l'épanouissement de la gente féminine ici. En temps, pour trouver l'argent pour acheter des fournitures, on a à la carrière d'abord avant de faire tout ça là. Mais dans cette année 2005, ça fait qu'on a trouvé l'argent puisque les enfants sont partis à l'école. J'ai noté des femmes qui sont suffisamment satisfaites de l'intervention du projet à travers le chapelet des souffrances, des difficultés
lesquels traînaient, mais également à travers les registres de comptabilité et de gestion que nous avons pu visiter sur place. En plus de la vingtaine de groupements déjà pris en compte, le projet prévoit une deuxième cohorte de 30 groupements dont les membres sont actuellement en formation en attendant leur équipement. Nous avons prévu que la dotation de ces matériels et équipements se fasse en novembre prochain, d'ici la fin de l'année, pour que ces femmes aussi puissent avoir plus de moyens afin d'améliorer leurs revenus et la rentabilité de leurs activités. En somme, assurer leur autonomie. Et depuis le lancement du projet pluriel, le comité technique dit avoir constaté au niveau des foyers des bénéficiaires stabilité, paix et harmonie. Et je pense que pour moi, c'est le plus important. Parce que lorsqu'il y a la paix, l'harmonie et la stabilité, l'esprit s'éveille et l'esprit est vraiment libre pour réfléchir et penser pour son épanouissement. Constat rassurant donc autour du projet qui vise aussi la promotion de la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. On reste avec Narcisse Alossé qui nous fait à présent le point du congrès ordinaire des membres de l'association Novitia. Les travaux de ce congrès ordinaire, 9e de l'histoire de cette association, ont été consacrés au toilettage des tests et au renouvellement des membres du bureau exécutif fédéral. Au thème des travaux, le président sortant, Norbert Kassa, a été reconduit pour les 5 prochaines années. Reportage. L'applaudimètre a valeur ici de reconnaissance de confiance à un homme. Norbert Kassa, président du bureau exécutif fédéral sortant de l'association Novitia. Le congrès ordinaire le reconduit pour un nouveau bail à la tête de l'association. En réalité, vous me l'avez imposé une fois de plus. Et comme un digne fils roi, je l'ai accepté. Je vais l'assumer. Que rien d'obscur ne puisse nous barrer le chemin. Depuis l'année 2015 que les destinées de l'association Novitia lui ont été confiées, le parcours a été semé d'embûches, surtout avec le dysfonctionnement de certains organes. Et ce 9e congrès ordinaire de l'histoire se veut un tremplin pour corriger le tir. Au cours de ce congrès, nous souhaitons vivement que les organes de l'association, après 100 ans d'existence, soient fortement consolidés. Consolidés pour une belle santé de cette association centenaire, chantre de promotion de la fraternité du vivre ensemble et qui est devenue une référence pour les croisés identitaires au Bénin. Vous êtes notre inspiration. Vous inspirez toutes les associations de notre pays. Nous nous sommes inspirés et nous nous calquons sur le fonctionnement de Novitia. D'ailleurs, amour, fraternité, solidarité et progrès restent le socle de la vision prônée ici. Sachez que nous sommes condamnés à être unis, solidaires. C'est de ça que nous avons besoin. Parler d'une seule et même voix. Parce que les objectifs sont encore là à atteindre. Et les défis qui nous attendent sont nombreux. Des défis de développement et de l'épanouissement des communautés Hula et Huida qui composent cette association. Norbert Kassa chapeaute un bureau de 27 membres élus à l'issue de ce congrès. Derrière les travaux en commission, des hommages ont été rendus au père fondateur et au président d'honneur de cette association. La deuxième édition du tournoi international dénommé Trophée des Académies a pris son envol mercredi à Cotonou. Il s'agit d'une compétition de football des jeunes portée par Canal Plus International en collaboration avec la Ligue 1 McDonald's. Elle va se dérouler du 8 au 12 octobre 2025 dans la capitale économique béninoise. Elle réunit cette année 4 académies de jeunes venus de plusieurs pays du continent et 2 en provenance de la France. Suivant. Après Abidjan en 2023, Cotonou accueille cette année la deuxième édition du tournoi international Trophée des Académies. Il s'agit d'une vitrine qui est ici offerte à 300 jeunes talents des centres et académies de football qui ont ici l'opportunité unique de séduire les recruteurs des clubs internationaux.
Elles sont 6 équipes sur la ligne de départ pour le Graal du Trophée des Académies 2025, dont 4 centres du continent et 2 équipes de la Ligue 1 française. Pour le moment, ça s'est situé pour cette saison sur 4 pays, plus la France, avec l'arrivée de l'Olympique de Marseille et de Toulouse. Mais on peut penser que ça fera des petits à l'avenir. Et dès qu'il y a un trophée, il y a du travail. Dès qu'il y a du travail, il y a du talent découvert. Ce sont des U17, je vous le dis, qui viennent de tout le continent africain, avec des équipes de Ligue 1. C'est une expérience humaine qui est extraordinaire, même pour les jeunes de Marseille et de Toulouse, de venir pour la première fois affronter des équipes africaines sur le sol africain. Donc humainement, c'est une expérience extraordinaire. Ce sont des gens qui ne se rencontreraient pas forcément, parce qu'il n'y a pas de tournois internationaux vraiment de jeunes, à part pour les internationaux, mais pour les clubs, ça n'existe pas. En ouverture de cette 2e édition, l'Académie Saint-Louis de l'Union sportive de Sémécraquet du Bénin a enregistré une difficile entrée en lice face à celle de Toulouse FC de la France. Un remake des quarts de finale de la première édition tenue à Abidjan, où l'équipe béninoise est sortie victorieuse. Cette fois-ci, la formation française prend sa revanche et s'impose par un score de 3-0. Les 20 premières minutes, je nous ai trouvé très scolaires et leur marquage individuel au milieu de terrain nous a un peu perturbés. Il a fallu qu'on se réajuste. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps dans la première mi-temps, c'est quand on a commencé à mettre le premier but. Quand on a marqué, sur les 2 autres occasions qu'on a eues derrière, on a su scorer. Donc tout de suite, le score a pris un peu d'ampleur et ça nous a bien aidé. Là où ils avaient leur force, et là ils ont aspiré, ils les ont endormis et puis les 10 dernières minutes, ils sont passés sur les ailes, ils ont déposé dans l'axe. Bon, ça nous a permis, on ne perd jamais, on apprend. Dans la seconde affiche de la journée, Génération Foot du Sénégal a dominé son homologue de l'Olympique de Marseille. C'est parti pour environ une semaine de compétition intense autour de la Ligue 1 McDonald's, trophée des académies à Cotonou. De jeunes talents appelés à devenir les futures stars africaines et mondiales de demain. De toute façon, le chemin leur est ici tracé à travers ce tournoi international et ils n'ont qu'à saisir cette opportunité pour faire leur transition vers le monde professionnel. Et voilà, fin de cette session d'information. On se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité, Eric. Merci à vous, Ingrid, de passer une très bonne journée. On va retrouver Candide pour la page sport d'Actu Matin. Et bien voilà, je suis avec Candide. Candide, bonjour. Bonjour. 2 disciplines au menu de Sport Matin. Ce jeudi, on commence par le football qui domine l'actualité. Le match en retard de la première journée du championnat national de la Ligue 1 s'est joué ce mercredi. Les compteurs sont remis à égalité en match donc de ce match en retard déroulé hier en termes de nombre de matchs déjà joués par chacune des 16 équipes en lice pour justement le grade de cette saison dans l'élite du championnat national 2025-2026. Pour cette explication déroulée hier sur les installations du stade Omnisport d'Aplaco, les vice-champions se sont imposés aux champions en titre sur leurs propres installations. Un match âprement disputé et ce jusqu'aux dernières secondes entre 2 adversaires de longue date qui s'est soldé par un score d'1-0 pour Coton Football Club avec le succès. Donc avec ce succès, Coton Football Club, bien entendu, enregistre désormais 2 victoires en autant de sorties pendant ce temps. Dadia Football Club, équipe championne en titre, enchaîne avec sa 2e défaite de cette saison. 2e compte performance donc pour Dadia Football Club en autant de matchs joués en ce début de championnat. Et puis hors du pays, Candide, de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Après son envol ce mercredi, plusieurs matchs ont déjà été joués. Oui, plusieurs matchs joués déjà en ouverture de cette 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au niveau de la zone Afrique. La Libye et le Cap-Vert se sont partagés les points au bout d'un score nul de 3 buts partout, 2-0 pour la victoire du Cameroun en déplacement devant l'équipe de l'île Maurice. L'Éthiopie s'est imposée par un score d'1-0 à l'équipe de la Guinée-Bissau. 2 buts partout entre l'équipe de l'Eswatini et celle de l'Angola. Le Mali s'est offert une victoire 2-0 à l'extérieur devant l'équipe du Tchad. 2-1 pour la victoire des Barrières du Madagascar devant les Comores. Le Burkina Faso s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de la
Sierra Leone. Sur la deuxième partie du tableau, le Ghana s'est offert une victoire en déplacement devant l'équipe de la République centrafricaine, 5-0. L'Égypte s'est imposée par 3-0 à l'équipe de Djibouti. La Tanzanie s'est inclinée sur un score de 0-1 devant l'équipe de la Zambie. Et puis le Niger s'est imposé par un score de 3-1 devant l'équipe du Congo. Comme vous le voyez déjà avec sur ce tableau, avec ce succès, l'Égypte, ce succès qu'a enregistré l'Égypte hier au cours de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026, les Pharaons se qualifient directement avant la dernière journée de cette campagne qualificative et il s'agit là de la 4e qualification de l'histoire de l'Égypte à la Coupe du Monde. L'Égypte qui devient donc la 3e nation africaine déjà qualifiée pour la prochaine messe du football mondial. Par ailleurs, l'actuel sélectionneur des Pharaons de l'Égypte, Hossam Hassan, est le premier joueur et entraîneur égyptien à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA. Il est également le premier entraîneur égyptien à mener l'équipe nationale de l'Égypte vers la qualification pour le mondial, bien entendu, et ça sera la prochaine édition, la Coupe du Monde de 2026. Allez, passons à présent aux affiches du jour, toujours dans le cadre de la 9e journée des éliminatoires du mondial 2026. Il faut dire qu'à partir de 14h, on va assister à une seule rencontre. Ça va se dérouler entre l'équipe du Burundi et celle du Kenya. À 17h, on va assister à plusieurs rencontres, 5 pour être plus précis. Le Libéria va recevoir dans son entrée l'équipe de la Namibie. Au même moment, l'équipe du Mozambique sera face à celle de la Guinée-Conakry. Et la Somalie va en découdre avec l'Algérie. La Guinée équatoriale sera en déplacement au Malawi. Et puis le Botswana va en découdre avec l'équipe de l'Ouganda. Candide, on trace à l'international. Les 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans se poursuit au Chili. On a assisté à plusieurs rencontres ce mercredi aussi. 4 rencontres déroulées dans le cadre de cette étape des 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'équipe de la Colombie U27 imposée par un score de 3-1 à son homologue de l'Afrique du Sud. L'un des 3 représentants africains encore en compétition à cette étape. L'Afrique du Sud qui est donc éliminé après cette défaite devant l'équipe de la Colombie. Le Nigeria lui aussi sort de la compétition, bien entendu pour le continent africain, et qui s'est incliné 0-4 devant l'équipe de l'Argentine. Le Paraguay s'est incliné 0-1 devant l'équipe de la Norvège U20. Et puis la France s'offre son ticket pour les quarts de finale avec sa victoire 1-0 devant l'équipe du Japon. 2 autres rencontres à suivre ce jeudi, toujours dans le cadre de cette 8e journée, de cette 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les États-Unis seront face, bien entendu, à l'équipe de l'Italie, et puis le Maroc va en découdre avec la Corée du Sud. Le Maroc qui reste encore jusqu'à l'heure actuelle le seul espoir du continent africain pour accéder à l'étape des quarts de finale. Ce sera face à la Corée du Sud. Allez, Eric, en champ de discipline à présent, le week-end écoulé, les athlètes poseurs ont animé la phase finale du championnat national de bodybuilding et fitness, et au thème du 10 championnat, un nouveau vainqueur est connu et il règne désormais au plan national, désormais en la personne de Abarakwe, dénommé Patati. Au lendemain de ce championnat, les meilleurs athlètes se préparent d'ores et déjà pour aller défendre les couleurs nationales à Lagos au Nigeria au cours de l'édition 2025 du Mister Universe IFBB. Ce matin, nous allons faire le point des préparatifs de la sélection nationale du bodybuilding et fitness pour cette échéance en vue et en savoir un peu plus sur les objectifs en vue pour le Bénin en allant à cette compétition. Et pour le faire, nous avons en plateau ce matin Madame Radegonde Adunkwe. Elle est représentante des femmes à la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, et elle est celle qui va conduire la délégation béninoise à Lagos pour cette compétition. Madame Adunkwe, bonjour. Bonjour Candide. Avant de parler des préparatifs de la sélection nationale, dites-nous d'abord un mot sur le championnat national tenu le week-end écoulé. Quels sont les points de satisfaction de cette 5e édition du championnat national?
Alors, merci Candide. Je dirais que cette année, notre 5e édition, la ville aux 3 noms, la cité de Aïnovi a accueilli la 5e édition, mais c'est la toute première édition à Porto. Donc, notre challenge cette année, c'était de quand même pouvoir faire connaître à la ville de Porto ce que c'est que le bodybuilding. Donc, nous allons continuer dans cette optique et pourquoi pas ne pas aller vers les autres villes, Parakou, Abomey par exemple, ou bien Lokossa, les années à venir. Donc, ça s'est très bien passé. En fait, il faut dire que la ville de Porto-Novo ne connaissait pas cette discipline. Ce fut vraiment un truc vraiment inimaginable pour les autorités de la ville de Porto. Donc, ils n'étaient pas trop nombreux, mais quand même, ils étaient restés vraiment calés jusqu'à la fin. Et ils ont vraiment apprécié. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des athlètes qui se sont révélés à vous, des grandes révélations, de jeunes pépites qui se sont révélés au grand jour? Bien évidemment. Je peux dire qu'en parlant de jeunes athlètes qui se sont révélés comme des pépites, je peux nommer Romeo Sunukini. Il était là depuis 2021 et cette année, franchement, il a fini dans le super podium. Dans la discipline du bodybuilding et fitness. Franchement, ça veut dire que tu as fait un grand pas dans cette discipline-là. Donc, à part lui, il y a d'autres aussi. Il y a d'autres aussi qui emboîtent déjà les pas aux aînés. C'est ça. Et parlant d'emboîter le pas aux aînés, on va revenir tout à l'heure sur le champion national. Mais avant, pendant ce temps, on a Jocelyne Adjourou qui reste indétrônable, la seule femme championne du Bénin depuis 5 éditions déjà. Elle maintient le cap. Oui, Jocelyne maintient le cap parce que déjà, la catégorie qu'elle a choisie dans cette discipline, c'est une catégorie vraiment compliquée parce que là, elle doit vraiment développer encore plus sa masse musculaire, ce qui n'est pas du tout facile d'ailleurs déjà pour un homme. Développe sa masse musculaire. Voilà, donc elle doit maintenir le cap et aller de l'avant, ce qui fait que depuis des années, elle est indétrônable. Sinon, il y a plusieurs catégories dans le bodybuilding, que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes. Donc, elle évolue déjà carrément vers la masse musculaire, masculin, si je peux parler en ces termes. Donc, c'est un peu compliqué pour elle. Donc, juste là, il n'y a pas encore une béninoise comme elle pour la challenger. Donc, on espère quand même qu'elle va faire cette expérience à l'international pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Parce qu'elle-même, elle le dit tout le temps, elle souhaite des compétitrices comme elle, de son rang, quoi. De taille, des compétitrices de taille. Il faut le dire. Une autre curiosité, le champion de la saison écoulée, Romain Zanou, qui n'était pas de la partie cette saison, elle s'est dit qu'il a raccroché et a déjà pris le chemin de la reconversion parce qu'il a été le préparateur physique ou on va dire l'encadreur du nouveau champion national surnommé Patati. Romain Zanou a été doublement champion. Il a été champion en 2023 et en 2024. Et en dehors de cela, il a été champion aussi au Nigeria en 2023. Évidemment. Il a été au Ghana aussi. Donc là, actuellement, il n'a pas raccroché, mais il vise plutôt l'instance internationale. Parce que là, déjà, je pense quand même que là, sur le plan national et sur le plan de la sous-région, il a déjà dépassé vraiment le niveau. Donc, il faudrait quand même... participe plus au championnat national Non, c'est pas qu'il ne participe plus au championnat national, mais là actuellement il a préféré priorité à d'autres challenges. Merci, c'est bien cela. Allez, on va passer maintenant aux choses sérieuses. On en vient maintenant à la sélection nationale. Comment se déroule la préparation des athlètes béninois pour l'édition 2025 de ce challenge qui les attend à Lagos au Niger dans les tout prochains jours, notamment le Mister Universe IFBB. Merci Candide. Je voulais rappeler, avant de commencer, que ce championnat national 5e édition donne droit au qualificatif pour le Mister Universe Nigeria Lagos du 10 octobre du 10 au 12 octobre. C'est ça. Donc là actuellement ils ont continué un régime vraiment serré. Ils vont faire un régime d'une semaine et le régime consiste à ne pas, d'ailleurs ils ont déjà commencé le régime bien avant le championnat national, donc ils continuent encore un régime d'une semaine. Ils vont serrer le régime cette fois-ci. Il n'y aura pas de repas vraiment caloriques, pas de repas huleux et carrément ils sont au vert. Ils sont mis au vert avec quelques entraînements accompagnés de repos aussi. Quels sont ces athlètes-là qui vont défendre les couleurs nationales à Lagos dans les tout prochains jours, notamment du 10 au 12
octobre. Et ils sont combien au total? Oui, cette année, j'aimerais bien notifier que cette année, les athlètes ne seront pas nombreux pour pouvoir participer à Mister Universe au Nigeria cette année, tout simplement parce que nous avons les moyens restreints cette année. Donc là, il y aura le champion en question, Abadakwe Marius, alias Patati, le champion de cette édition. Il sera de la partie pour Lagos. Il y aura Jocelyne Adjou. Et puis, je voudrais dire d'abord que Patati fera la catégorie body et Jocelyne, la championne Jocelyne, elle sera toujours dans women physique. Et puis le troisième, il est dans les men physiques. Il s'appelle Mouidine. Voilà. C'est ça. Donc ils seront au total 3. Oui, ils seront 3. 3 à défendre les couleurs nationales. Quelles sont donc les catégories dans lesquelles ils vont compétir au-delà de la catégorie women's physique, de la catégorie body et autres? Est-ce qu'il y a des catégories collectives pour les athlètes béninois qui vont à Lagos au Nigeria? Oui, en bodybuilding, dans la discipline bodybuilding, les catégories, il y en a plusieurs et on essaie de faire la pesée d'abord pour savoir à travers leur poids dans quelle catégorie il faut les mettre. Donc, il y aura, comme tu l'as dit tout à l'heure, Candide, il y aura quand même un groupement de catégories parce que souvent, quand on les classe, il arrive que plusieurs athlètes se retrouvent plus nombreux dans une catégorie donnée. Donc, comme je le disais à l'entame, Patati va... Je vais dire plutôt Marius Abadakwe alias Patati. Oui, il va compétir dans la catégorie... Patati, c'est le surnom. Oui, c'est le surnom. Ça, donc il est plus connu comme ça. Il est plus connu comme ça. Ah, d'accord. Oui. Donc, il va compétir dans la catégorie de body, les poids lourds, parce que là, sa masse musculaire au niveau... Il a les cuisses. Et il a vraiment des cuisses vraiment énormes. Donc, il va compétir dans la catégorie des loups, des poids lourds, en bodybuilding. Et Mouidine, lui, va compétir dans men physique. Les men physique, ils portent des culottes. Eux, ils ne portent pas des strings de pose. Ils montent plutôt le buste. Voilà. Et ils sont un peu plus larges et plus musclés en haut que le bas. Jocelyne, toujours sa catégorie, sa même catégorie. On espère quand même qu'elle aura challengé des femmes là-bas. C'est ça. Et combien de pays sont attendus à Lagos pour cette compétition? Je dirais pratiquement tout l'Afrique de l'Ouest et centrale. Déjà actuellement, le président nigérien nous a notifié déjà que le Libéria est là déjà, la Côte d'Ivoire, le Togo. Donc, nous allons embarquer d'ici le vendredi matin très tôt. Avec la délégation du Niger. C'est ça. Parce que quelques-uns du Niger sont là avec nous. Ils travaillent dans notre la salle de gym de notre président. Et parlant de travail, l'équipe nationale a fini sa préparation avant le départ? L'équipe nationale finit certainement sa préparation aujourd'hui même. Mais cela ne veut pas dire que si on quitte le Bénin aujourd'hui, la préparation s'arrête. Ils vont continuer jusqu'au samedi. C'est ça. Donc c'est après samedi, ils vont pouvoir vraiment se désaltérer. Allez, quelles sont concrètement les ambitions du Bénin en allant à cette compétition? Parce qu'en 2024, on a vu la sélection nationale au-delà des médailles raflées. On a eu l'affiliation de quelques-uns à l'instance fêtière avec notamment les 4 de la fêtière internationale reçue. Au-delà de tout ceci, quelles sont les ambitions du Bénin cette année? Bon, les ambitions du Bénin, je dirais d'abord que cette cinquième édition du championnat national de bodybuilding donne une double qualification. D'abord pour le Mister Universe HBB International au Nigeria et après à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de pouvoir performer nos athlètes pour pouvoir les faire participer aux compétitions de l'Afrique du Sud. À des challenges encore plus grands. Voilà, des challenges encore plus grands. Évidemment. Allez, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez les armes nécessaires? Parce que les autres années, on a vu Romain Zanou marcher sur la concurrence à plusieurs reprises. Cette fois-ci, c'est un nouveau champion national surnommé alias Patati, celui-là qui est le dauphin de Romain Zanou, on va le dire comme ça, parce qu'il est son encadreur. Est-ce que, on a confiance en ce athlète-là qui ira vaillamment défendre les couleurs nationales? Merci Candide. Pour revenir au champion de cette édition, Marius Abadakwe, déjà en 2023, il a quand même
fini deuxième de sa catégorie. Derrière Romain Zanou. Oui, derrière Romain Zanou. Bon, ils n'ont pas fait les mêmes catégories, ils ont fait différentes catégories. Il a fini deuxième parce que quelque part aussi, il a été un peu désavantagé parce qu'on l'avait classé dans les poids lourds en 2023. Normalement, il ne devait pas rester dans les poids lourds, mais cette année-ci, on espère quand même qu'il va essayer de, comment dire, que Dieu fera, je dirais, pour qu'il puisse reprendre sa place qui lui était due depuis 2023. Depuis 2023. Oui, évidemment. on espère en lui parce que déjà, celui qui l'a formé, comme il a dit, il a mis ses pas dans les pas de quelqu'un. Donc, ce champion qui l'a suivi, le champion 2023-2024, je pense quand même que tout ce qu'il lui a enseigné, ce que le président de la fédération aussi lui a enseigné, va lui permettre quand même... de porter le flambeau et du drapeau béninois. Et parlant du président de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, bienvenue Oudounou, si je ne dis pas de bêtises. Il fut un ancien champion, il a même compétit à plusieurs reprises à l'international en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, un champion reconnu, aussi bien au plan national qu'à l'international. Quel est son apport justement en ce qui concerne la préparation et la participation des athlètes béninois, que ce soit au championnat national ou à des échéances internationales? D'abord, la fédération a vu le jour à la base de 12 associations au départ, dont l'association du président de la fédération. Donc, s'il faut tenir compte de son statut de champion international, c'est quelqu'un vraiment, il aime cette discipline et il œuvre vraiment pour que nos athlètes béninois, la junte masculine béninoise, s'intègre vraiment à cette discipline et il essaie aussi de changer, la caricature la manière dont on caricature cette discipline, que ce ne soit plus la même chose. Parce que de façon vulgaire, on dit c'est des gros bras. Après, on dit, qu'est-ce que ces gens ont à gagner en montrant leur physique, un peu partout, qu'est-ce qu'ils y gagnent concrètement. Donc déjà, à travers son association, il a quand même raflé beaucoup plus d'athlètes chaque année. Il œuvre et déjà, je peux même dire que le plan qu'il met au point pour pouvoir entraîner ses athlètes, les accompagner, ça fait déjà que les autres athlètes, ils disent je préfère aller dans l'association du président. Donc aujourd'hui, là où nous en sommes, il a beaucoup plus d'athlètes dans son association et franchement, il les booste. Et d'ailleurs, tous les champions qu'on a eus depuis 2021, tous ces champions viennent de son association. Donc je pense quand même que son travail a payé, ce qui fait que chaque année, il arrive à avoir quand même le champion dans son association. C'est ça. En tout cas, moi, je ne me vois pas en train d'exposer mon physique. Allez. C'est un sport comme les autres. Donc, voilà. Je ne me vois pas en train d'exposer ma masse musculaire, encore que je n'en ai pas. C'est bien ça. Allez, madame, on a des comptes à pour un mot pour boucler cet entretien. Alors, je remercie le ministère des Sports qui nous subventionne depuis 2021. Et je remercie aussi la de millions, j'imagine. Oh, bien sûr. À coup de milliards aussi. Nous sommes vraiment reconnaissants. La fédération est vraiment reconnaissante. Et je salue aussi les autorités de la ville de Porto qui nous ont vraiment accueillis, nous ont aidés. Principalement le maire qui nous a reçus, je ne dirais pas Manu Militari, mais sans qu'on ne demande audience. Il nous a reçus et il nous a accompagnés durant cette 5e édition de notre championnat national de bodybuilding. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés aussi et on espère aussi que la population béninoise sera de cœur avec nous pour qu'on puisse rafler des trophées au Nigeria. En tout cas, nous, par ici, on vous souhaite bonne chance pour cette échéance sous-régionale et ramenez-nous des médailles. Merci. Alors, madame, vous avez un admirateur dont je tais le nom depuis Abomey Calavi qui souhaite vous poser 2 questions. La première, c'est de savoir si vous-même vous pratiquez cette discipline. C'est normal. En tant que représentante des femmes, j'aimerais expliquer aux téléspectateurs que, en tant que représentante des femmes, je suis chargée de promouvoir et de développer cette discipline au sein de la jeune féminine béninoise. Alors, en parlant de bodybuilding féminin, il y a plusieurs catégories. Souvent, quand on me regarde, on me dit « Pourquoi tu n'es pas musclée ?» Je ne veux pas être... je ne veux pas développer ma masse musculaire comme Jocelyne, mais quand même, j'ai choisi une catégorie que je fais. Donc, quand ils sont en période de sèche,
parce qu'ils doivent sécher, ils doivent perdre le gras avant d'aller sur le podium. Donc, je les accompagne dans les entraînements. J'essaie de faire le régime aussi comme eux. Donc, moi, j'ai choisi le bodybuilding moindre, ce qui n'est pas trop musclé. Donc, je pratique. D'accord. En tout cas, il a eu sa réponse. Ouais. Alors, est-ce que des personnes civiles comme ça peuvent, en tout cas, passer dans votre QG pour ces essais, comme ça, pour avoir des notions? Bien sûr, mais franchement, c'est pas un truc qu'on acquiert du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut des années. Jocelyne, par exemple, si je prends Jocelyne Adjou, en 2021, c'est vrai, elle avait déjà un peu de masse musculaire. Elle était déjà un peu musclée. Mais déjà aujourd'hui, ça fait 4 ans, elle est ancienne. Franchement, elle a gravi des échelons. Donc, un civil peut venir. Déjà, on commence par la musculation. La musculation en salle. De petits mouvements à travers les squats, le coucher. Ça commence par là. Oui, ça commence par là. Je vais vous envoyer 2 de nos collègues, Candide en premier et puis le Je serais ravie de recevoir Candide. Spécifiquement Candide. Et puis le rédacteur en chef de Canal 3 Télévision, dont le physique a besoin de quelques... Ben, ça sera un plaisir, hein, ça sera un plaisir. Au moins, les gens vont nous craindre. Allez, Eric, si on s'est arrêté ici ce matin. En tout cas, merci à Madame Radegonda d'être passée par ici, faire avec nous le point des préparatifs de la sélection nationale pour l'édition 2025 du Mister Univers CFBB qui va se tenir à Lagos, au Nigeria, du 10 au 12 octobre prochain. Et les objectifs en vue à la clé. Je rappelle qu'elle est représentante des femmes à la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness et elle est celle qui va conduire la délégation béninoise à cette compétition. Merci et bonne chance à vous. Merci Candide, merci Eric. Merci beaucoup madame, passez une très bonne journée et bonne chance à vous du côté du Nigeria. Merci. Et revenez-nous avec des trophées, comme c'est la tendance actuellement avec pratiquement toutes les disciplines qui rentrent au pays avec la natation, le kickboxing et autres. Absolument, le Maracana aussi est actuellement en compétition. Le Maracana qui est revenu avec la médaille d'argent chez les dames. Donc on vous attend aussi avec des trophées, des médailles. C'est ça. Candide, merci pour ces détails dans le sport. On va marquer une pause, le temps de suivre le temps qu'il fera dans votre journée et on vous revient. Chaque date a ses histoires. Bonjour à tous et bienvenue. En ce 282e jour de l'année, nous fêtons Saint-Denis. Découvrons ensemble les faits du 9 octobre. 9 octobre, Journée mondiale du handicap. Cette journée vise à sensibiliser le grand public aux droits, aux défis et aux besoins des personnes en situation de handicap. Elle encourage l'inclusion,
L'accessibilité et l'égalité des chances dans tous les aspects de la vie sociale, professionnelle et culturelle des personnes en situation de handicap. 9 octobre 2024, le Bénin a été élu pour un mandat de 3 ans, de 2025 à 2027, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette élection, obtenue lors de la 119e session de l'Assemblée générale de l'ONU, marque une reconnaissance internationale de l'engagement du pays en matière de promotion et de protection des droits humains. 9 octobre 2024, le Bénin a célébré la Journée mondiale de la Poste, marquée par des activités mettant en lumière le rôle essentiel des services postaux dans la communication et le développement économique. Cette journée a été l'occasion de souligner les 150 ans d'engagement de la Poste mondiale pour la communication et le développement des peuples à travers le monde. Le 9 octobre 1999, l'Ouganda a célébré le 37e anniversaire de son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, acquise le 9 octobre 1962. Cette journée a été marquée par des cérémonies officielles, des défilés militaires et des discours mettant en avant les réalisations du pays depuis son accession à la souveraineté nationale. L'événement a également été l'occasion de réfléchir aux défis persistants, notamment en matière de gouvernance, de développement économique et de réconciliation nationale. Le 9 octobre 2012, dans le nord-est du Nigeria, des soldats nigérians ont tué plus de 30 civils après qu'un lieutenant de l'armée ait été tué dans une attaque à la bombe. Les victimes, en grande majorité en civil, ont été abattues par les forces de sécurité dans ce qui a été décrit comme une répression violente suite à l'attentat. Les autorités militaires n'ont pas commenté l'incendie, mais des témoins ont rapporté que les soldats ont ouvert le feu sur des civils sans discernement, exacerbant les tensions dans une ville déjà fragilisée par les violences liées à Boko Haram. Et c'est ainsi que s'achève notre retour dans le temps pour le 9 octobre. Merci d'être restés avec nous. À très bientôt. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Fait face au miroir pour décrypter l'actualité liée aux faits de société. Un gros sujet à la une de nos échanges ce matin. Quel regard portez-vous sur la dot aujourd'hui? La dot en soi, normalement, c'est le mariage. S'il ne fait pas officiellement la grande dot, la femme ne bouge pas. C'est ça. Et le gars dit que, bon, si c'est ça, il faut choisir entre ta famille et moi. Il y a des hommes
qu'après mariage, il abandonne tout, il ne rien fait encore. Il y a beaucoup de couples qui sont là. Oui. Annuellement, il n'offre pas aucun plaisir à sa femme. Tu es un homme, tu n'arrives pas encore à satisfaire correctement ton épouse à la maison. Elle sait, elle se dit, bon, j'ai déjà des enfants ici, je me contente de ça. Et c'est en plus de ça, c'est ça qui sort pour aller prendre encore une autre femme dehors. Téléspectateurs, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Alors, je dirais que la dot aujourd'hui, c'est vu comme autre chose. Ce n'est plus symbolique. Oui, je suis votre émission depuis Baricon. On vous est d'accord. Je vois que c'est très intéressant et j'ai voulu donner mon point de vue par rapport. Allons-y, ça nous fait plaisir aussi. Retour sur le plateau d'Actu Matin, je suis avec Judukel Biaou, directeur de la jeunesse, des loisirs, de la vie associative au ministère des Sports. Avec notre invité, nous aurons les détails sur ce festival de la jeunesse que le ministère des Sports organise les 10 et 12 octobre 2025. Bonjour Monsieur Biaou. Bonjour Monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, tout le plaisir pour moi. Festival citoyen de la jeunesse, dites-nous pourquoi le ministère organise une telle activité. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. C'est pas 10 et 12, mais c'est du 10 au 12. Au 12. Donc nous avons 10, le 10, le 11 et le 12. Et le 12. Donc nous avons 3 jours. Donc en réunissant les jeunes le temps d'un week-end en un lieu, le ministère vise à promouvoir l'engagement civique, la cohésion sociale et mettre ensemble les jeunes le temps d'un week-end pour permettre d'échanger aussi sur certains aspects de leur engagement au niveau communautaire. Et qui ne vous échappe pas qu'il y a quelques semaines, nous avons eu à organiser l'Oscar des meilleures associations de nos jeunes dans les départements. Une cérémonie de distinction qui a mis en relief 36 associations, dont 3 par département. Donc les meilleurs qui se sont révélés de par leur engagement aux côtés des communautés. Et ont révélé leur engagement communautaire. Alors, donc, l'occasion du festival, nous les mettons ensemble et nous leur permettons de se brasser
venant de tous horizons, de tous les départements. Ils viennent avec une équipe renforcée et puis viennent se brasser avec les jeunes hôtes de la localité haute, qu'est Comé. Je vous rappelle que cette année, le festival aura lieu à Comé, au stade Comé. Tout se passera sur les installations du stade de Comé. Voilà. Alors, donc Comé, c'est la ville qui a été choisie justement pour abriter ce festival. Nous sommes dans le département du Mono. Alors, dites-nous, quelles sont les grandes activités et innovations prévues au programme cette année de ce festival? Alors, tout débutera par une cérémonie d'ouverture, officielle d'ouverture, qui est prévue pour se faire en soirée, cette fois-ci, contrairement à la première édition, parce que la cérémonie officielle d'ouverture promet d'être riche en couleurs, en plusieurs tableaux artistiques et culturels. Nous y reviendrons. Et après la cérémonie officielle d'ouverture, nous avons, entre autres, la promotion des initiatives jeunes. Je vous le rappelais tout à l'heure que les meilleures associations de nos départements qui se sont distinguées pendant l'Oscar des meilleures associations auront une plateforme, auront des stands d'exposition de ceux qui savent mieux faire aux côtés de nos communautés pour échanger. Donc, les populations du Mono, et notamment de Comé, et puis d'autres associations. Parce qu'au-delà des études, des dossiers qui ont prévalu à leur sélection, ici, ils auront une situation réelle pour démontrer, pour échanger avec la communauté. Donc il y aura une interaction. Il y aura une interaction avec la population. Partage d'informations. Les associations proposent au niveau de leur communauté. Au niveau de leur communauté. Ça, il y aura ça. Et puis, nous avons notre partenaire, l'UNICEF, qui vient avec les jeunes Europort et les ambassadeurs du climat, qui aussi auront des stands d'exposition pour montrer un peu de quoi ils sont capables, ce qu'ils font aux côtés des communautés. À part cet aspect de la promotion des initiatives jeunes, il y aura des activités ludiques. Des activités ludiques ouvertes à la population et aussi aux jeunes. Il y aura des activités, des compétitions sportives et dotées de trophées, parce que ce n'est pas sans prix, sans compétition, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ce n'est que cela que nous pouvons mettre pour vraiment mobiliser tout. Donc, pendant tous les 3 jours, il y aura des compétitions sportives pour meubler le festival. Au-delà de cela, il y aura en soirée, tous les soirs, un orchestre qui va vraiment mettre le feu. On va mettre le boucan pour les jeunes, parce que nous sommes... Comme les jeunes l'apprécient. Comme les jeunes, et c'est en un week-end. Donc à partir du vendredi soir, dès que l'on a fini la cérémonie officielle d'ouverture, l'orchestre se met en place avec des artistes locaux invités, et puis des artistes de renom au niveau national. Et je vous rappelle que le samedi, Petit Miguelito va prester en live au stade de Comé et devant un public que nous invitons à se presser. Ça va être en soirée? En soirée. Ça va être en soirée. Ça va être en soirée à partir de 21h. En journée, nous avons des activités. Il y aura des activités, tout ça là. Et puis, important, parce que nous parlons de festival citoyen, parce que ce n'est pas un festival de la jeunesse, je veux insister sur le mot citoyenneté. Donc, il y aura des conférences-débats sur des thématiques portant sur l'engagement citoyen des jeunes, qu'on appelle l'engagement communautaire, le volontariat, et qu'est-ce que nous attendons des jeunes, quelle peut être leur interaction avec les jeunes. Donc c'est une occasion de brassage intergénérationnel et interculturel. Et puis, au-delà, il y aura une activité écologique, puisque en tant que jeune, quand on se voit au-delà de parler, d'échanger, il faut poser des actes pour montrer à quel point nous sommes engagés du point de vue citoyen. Alors, donc, il y aura une campagne de reboisement où nous aurons à mettre en terre environ 3000 plants. Et toutes les dispositions sont prises avec les agents des eaux et forêts qui nous accompagnent pour la sélection des meilleurs plants et les sites dédiés
pour recevoir ce reboisement sont déjà identifiés en relation avec les autorités locales. Donc, c'est pour dire que au-delà des festivités, les jeunes qui se réunissent le temps d'un week-end posent un acte concret et qu'on peut venir visiter les mois et les années à venir pour dire, pendant le passage du festival, voilà ce que ça a produit en termes d'actions concrètes menées par les jeunes qui se sont mobilisés le temps d'un week-end. Voilà. Alors, vous avez évoqué que tout à l'heure, il y aura des communications, notamment sur l'engagement de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est un concept quelque peu galvaudé. Donc, on imagine que derrière, justement, ce festival, il y a la promotion des valeurs et des principes. Donc, une jeunesse engagée. Aujourd'hui, selon vous, comment on peut amener la jeunesse à s'engager? D'abord, pour amener la jeunesse à s'engager, c'est ce que nous faisons déjà. Et à travers l'Oscar des meilleures associations que nous organisons, on va vérifier, on va apprécier le travail que font les jeunes. Vous savez, elles sont nombreuses ces associations, les plus sérieuses ou moins sérieuses. C'est ça. Et donc, dans cette foison d'associations de jeunes qui peuplent nos quartiers, nos communautés, il faut qu'on puisse voir quelles sont celles qui se distinguent de par leur engagement. Donc, en mettant en place une distinction, c'est pour les amener à mieux faire le travail pour lequel ils sont dédiés. Alors, donc, il faut mieux s'engager. Quand on est jeune, on apporte une contribution en termes d'éclairage, en termes de compréhension, en termes d'assistance, en termes d'actes de salubrité, de conscientisation, d'accompagnement des personnes âgées ou des plus jeunes, leur montrer le chemin. Donc, il y a plusieurs actions, plusieurs domaines sur lesquels nous apprécions ces associations-là. Parce que nous autres, quand on était jeunes, il a fallu que les gens nous tiennent par la main, nous montrent le chemin, nous engagent, nous enrôlent, nous accompagnent. Donc, il faut que ces associations de jeunes aussi s'engagent et soient actives aux côtés des communautés. Donc, c'est pourquoi nous avons institué ce prix. Et ça nous permet de mieux les apprécier. Et je peux vous dire que entre l'année dernière, où nous avons fait l'Oscar des meilleures associations, et cette année, l'engouement a changé. Cette année, on est à plus de 100 et quelques associations qui ont postulé régulièrement avec de bons dossiers. Et le jury a eu du mal à départager pour sélectionner 36 dans le lot. Donc, cela voudra dire qu'il y a un potentiel au niveau du tissu associatif de notre jeunesse et que nous avons mis du temps à mettre au dehors. Donc, en les sélectionnant au travers d'études des dossiers d'un bureau, on dit lancer appel à candidature, si ça ne prend pas l'aspect d'une sélection, on ne peut pas promouvoir l'excellence au niveau du tissu associatif. Nous avons pu vous assurer aujourd'hui qu'il y a un dynamisme du tissu associatif que nous saluons et que nous apprécions énormément. Et nous sommes sûrs que les années à venir, ça va se renforcer. Et déjà avec ces Oscars que vous organisez, en plus de ce festival, on peut conclure qu'en tout cas, ces deux initiatives, justement, viennent encourager les jeunes à la participation citoyenne dans leur communauté. Oui, c'est deux initiatives phares du ministère qui mobilisent des jeunes en un temps au cours de l'année. Donc, il y a une période où on lance cet appel à candidature, les jeunes postulent et les dossiers sont sélectionnés, présélectionnés au niveau des départements, renvoyés au niveau d'un jury national qui prend des jours pour vraiment étudier au pain fin ces dossiers et dégage les meilleurs. Et puis, à l'occasion d'une cérémonie de distinction, on les célèbre, on leur décerne des attestations, on fait la remise du chèque pour accompagner les meilleurs projets qui auraient été les mieux identifiés à travers leur dossier de candidature. Donc, ce n'est pas que nous distinguons seulement, il y a un accompagnement de l'État par rapport aux projets jugés les plus pertinents dans le cadre de ces Oscars. Donc, c'est une manière pour le ministère d'accompagner au mieux, de montrer sa présence aux côtés des jeunes et de témoigner de ce qu'il
il regarde de près. Il est au courant et il regarde de très près. Il est attentif aux actions des jeunes sur le terrain. Alors, après ça, on les réunit le temps d'un week-end avec les autres pour un brassage, pour vraiment une inclusion sociale. Mais est-ce que cela suffit, M. Biaou, dans un contexte où les jeunes sont souvent perçus comme désintéressés de la chose publique? Comment raviver justement le sens du civisme et de la responsabilité sociale? Oui, vous voyez, c'est les initiatives. Le ministère n'est là que pour montrer la voie. Okay. Et il y a plusieurs partenaires qui accompagnent les jeunes. Mais si l'État, dans son rôle régalien, ne peut pas montrer la voie, ne peut pas prendre une certaine responsabilité et poser des actes, et les autres qui auront envie même de prendre des initiatives, on se dit, c'est tout le monde regarde l'État. L'État, c'est nous, c'est chacun pays individuellement. Mais les institutions qui incarnent l'État et qui répondent du point de vue institutionnel en termes de jeunesse, sport ou dans n'importe quel domaine se doivent de montrer la voie, montrer l'exemple. C'est ce que nous faisons et je crois que au-delà de ces actions que nous menons, l'État, dans son rôle, organise au niveau des politiques, au niveau juridique, tout ce qu'il y a comme instrument pour permettre un épanouissement, une éclosion de la jeunesse. Je vous rappelle que depuis l'année dernière, nous avons déjà actualisé la politique nationale de la jeunesse. Donc, c'est pour dire que et tout est dans un processus qui va passer pour son approbation très bientôt. Donc, ça va offrir un cadre légal et réglementaire, une orientation, une boussole pour permettre aussi bien à l'État qu'à tout intervenant, aussi bien partenaires techniques que financiers, nationaux ou internationaux, de pouvoir interagir dans ce qui est nécessaire pour accompagner la jeunesse dans son plein épanouissement. En tout cas, à ce rendez-vous qui réunit des jeunes qui viendront de pratiquement tous nos départements, et donc une culture variée, une destination variée. Justement, donc on a une diversité régionale, en tout cas de la jeunesse qui sera à ce rendez-vous. Entre autres valeurs, si vous étiez demandé de choisir une seule valeur, que ce festival assure vraiment de faire la promotion à travers ce rendez-vous. J'aurais du mal à choisir une seule valeur. On parle aussi de cohésion. Non, mais je vais parler de cohésion sociale. D'accord. Je pourrais parler de cohésion sociale. Parce que, vous voyez, je suis un jeune va quitter Banekora. Il va se rencontrer avec le jeune d'Atiémé. Un jeune va quitter Perere. Il va se croiser avec le jeune qui vient de Poubé ou bien d'Adjawere. Donc, ils vont, parce que ça dépend de l'origine, la commune d'origine dans le département de l'association, et avec des pratiques, avec des cultures différentes, avec des perceptions différentes. Mais l'objectif, c'est de les mettre ensemble le temps d'un week-end pour les faire partager le sentiment d'appartenir à une nation. À une nation. Donc, en un seul week-end, ces jeunes venus de tous horizons, on leur fait partager le sentiment d'appartenir à une nation et de partager les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, les mêmes défis, les mêmes espérances par rapport à l'État, par rapport à leur situation. On va finir avec une dernière question. Quel rôle joue la direction justement de la jeunesse, des loisirs, de la vie associative dans l'organisation et le suivi de ce festival? Oui, et la structure, la direction de la jeunesse et des loisirs et de la vie associative est d'abord la structure d'ancrage institutionnel et de mise en œuvre de tout ce qu'il y a comme initiative gouvernementale en termes de jeunesse. Mobilisation, accompagnement, organisation de la jeunesse. Dans le cadre de ce festival précisément, la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative est la structure organisatrice de cette activité et sur laquelle nous avons un partenariat, un partenaire, l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a décidé cette année, après avoir observé ce que nous avons fait lors de la première édition, pour dire, mais moi, mon rôle, c'est de m'occuper de l'enfant. Mais
je veux savoir, les enfants là, quand ils quittent l'étape d'adolescence, qu'est-ce qu'ils deviennent au niveau jeune? Je veux davantage m'intéresser, d'où leur intérêt. Et ils ont vu la pertinence de notre démarche par rapport, depuis les Oscars jusqu'à l'organisation du festival, ont décidé de mettre la main. Donc, c'est pour dire, quand vous montrez la voie, quand vous prenez vos responsabilités, vous incitez les autres à accompagner, à emboîter le pas et à accompagner. Et voilà, donc la direction s'occupe de la mise en œuvre réelle de cette activité. Allez, M. Biaou, on va rappeler rapidement les dates et puis vous avez sans doute un message à l'endroit des jeunes. Oui, les dates, c'est demain vendredi, après-demain samedi 11 et le dimanche 12. Et donc, si j'ai un message à lancer, je vais dire jeunesse béninoise, jeunesse du Mono et principalement de Comé, tous ensemble au stade de Comé à partir de demain matin. Les activités vont démarrer dans la journée, déjà à partir de 9h, 10h, et tout va commencer par s'animer en attendant la cérémonie officielle d'ouverture. Et je vous le rappelle, le samedi, nos guépards vont croiser les crampons avec les Rwandais. Et nous avons mis en place un dispositif de retransmission en direct. Donc ceux qui veulent vivre en communion ces moments-là, et cette chaleur humaine, sont invités à se rendre tous au stade de Comé et à partir de 16h30 pour se mettre en place, parce qu'à 17h, quand le cours d'envoi, donc il y a retransmission en direct sur un écran LED de grande dimension. Donc depuis vos tribunes, c'est comme si vous êtes dans votre salon. Et puis donc j'invite la jeunesse de Comé, la jeunesse du Mono, à nous rejoindre au stade de Comé aussi après l'ouverture demain, mais le samedi à partir de 16h30 pour être en place, pour qu'on vive de façon positive avec nos guépards qui vont croiser les crampons avec les Rwandais et pour qu'on les pousse à la victoire. Et que dans cette ferveur, dans cette allégresse de notre victoire, sur laquelle je crois fermement, j'ai foi, et nous allons lancer les festivités pour notre Festival citoyen de la jeunesse, édition 2025. Je vous remercie. Judikel Biaou, directeur de la jeunesse, des loisirs, de la vie associative au ministère des Sports. Merci d'être passé ce matin. Avec vous, nous avons eu tous les détails sur ce festival citoyen de la jeunesse que votre ministère organise à l'endroit de la jeunesse. Passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Rendez-vous à Comé. Merci beaucoup. Rendez-vous à Comé. J'espère que vous viendrez. Absolument. On est jeunes. D'accord. À tout matin se poursuit. On va retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actus sur le net. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous, Eric. Bonjour à tous. Allez, qu'avez-vous prévu pour nous, justement, dans votre rubrique? Eric, cette semaine, sur la toile, toutes couleurs de l'investiture du duo de la mouvance pour la présidentielle de 2026. Ah oui, c'est un week-end chaud à Parakou. Exact. Et donc, les internautes, à travers leurs différentes publications, ont apprécié cet événement et on vous propose un élément. Le duo Wada-Italata a été officiellement investi par la mouvance présidentielle à Parakou le week-end écoulé. Un grand événement politique et populaire qui a connu la présence des milliers de militants venus de toutes les régions du pays. Ils ont répondu présents aux côtés des responsables des partis politiques de la mouvance. Dans son adresse à la nation, le candidat a rendu un hommage appuyé au chef de l'État Patrice Talon. Il a adressé ses salutations aux différents responsables des formations, aux militants, au peuple avant de lancer un appel fort à la cohésion et à l'espoir. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Notre force sur ce chemin, c'est l'unité nationale. Notre atout est que la vision est claire et que le travail à abattre est connu. Notre chance est que les efforts consentis ensemble au cours des dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Cette investiture suscite une large réaction sur les réseaux sociaux.
L'expertise économique de Wadayi et l'expérience institutionnelle de Talata seraient peut-être le moteur d'un Bénin plus fort, plus stable et ambitieux. Un autre qui trouve que c'est un choix de la jeunesse, un choix bien réfléchi. Vive le Bénin, vive la République. Félicitations, c'est le Bénin qui gagne. Ensemble, faisons encore gagner le Bénin. Ce qui est bon n'a pas besoin de publicité. Pense un autre. Notre engagement derrière Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata reste fort, mais il doit être aussi un engagement de vérité, dire ce qui va bien, mais aussi ce qu'il faut corriger pour que notre peuple vive mieux. Si hier, vous n'étiez pas fiers d'être béninois, aujourd'hui, vous devez l'être. Ce que nos dirigeants font n'est pas seulement louable, c'est juste incroyable. C'est un modèle d'engagement, un rassembleur, un homme de conviction et d'action au service de la nation. Romuald Wadayi, technocrate reconnu, mais peu habitué aux joutes politiques, devra prouver sa capacité à incarner une figure nationale. La faveur populaire observée à Parakou devait être entretenue tout au long de la campagne. Cette investiture est une étape importante pour la mouvance présidentielle. En réunissant ses composantes dans un front commun, elle réduit les risques de division et assure une base organisationnelle solide. Le duo Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata est le signe de l'égalité et l'ouverture du lien intergénérationnel. Au-delà de la faveur populaire, cette cérémonie consacre une dynamique populaire nouvelle, l'unité de la majorité autour d'un même ticket. Pendant que la mouvance investissait son duo de candidats à Parakou, le parti Les Démocrates a enregistré un engouement inédit à l'issue de son appel à candidature pour la présidentielle de 2026. En quelques jours seulement, 34 personnalités issues de divers horizons politiques ont déposé leur dossier pour briguer une place sur le duo présidentiel qui représentera le principal parti de l'opposition. Cette actualité n'a pas laissé indifférents les internautes. C'est cela la vraie démocratie. Félicitations aux démocrates pour leur système de fonctionnement et leur règlement interne qui offre à chacun la possibilité de tenter sa chance dans la transparence et le respect de la volonté populaire. La procédure de désignation du duo du principal parti d'opposition respecte un processus rigoureux, selon un internaute. Ce nom impressionnant témoigne de l'ambition et l'intérêt que suscite le poste de chef de l'État au sein de cette formation politique. Il pose néanmoins un défi majeur pour la direction du parti qui devra s'atteler à un processus de sélection rigoureux. Eric, voilà, ainsi se résument les réactions des internautes sur les sujets de l'actualité. C'était 100% investiture Wadayi Talata. Allez, des vidéos à présent? Oui, les vidéos qu'on a sélectionnées au cours de l'immersion. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec beaucoup de bagages comme ça? Papa, j'ai quitté mon mari. Ah bon? Comment ça? Je l'ai frappé. Tu as frappé ton mari? Oui. Pourquoi? Tu ne sais pas qu'on ne frappe pas son mari? Je sais, mais il m'a traité de fille de gangster. Moi, gangster? Oui, il a dit ça. Mais tu aurais dû l'étrangler avant de venir me faire le compte-rendu. Ah, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mal tabassé là-bas. Très bien. Je suis fier d'être ton papa. Allez, rentre tes bagages. Ah oui, je suis fier de toi, ma.
amoureux. C'est bien. Donc, avec tous les hôtels qu'il y a en ville là, ça ne vous suffit pas quoi. En plus, il y a un grand hôtel à côté. Et vous, c'est le parking que vous choisissez. Au moins, nous, à notre époque, on se cachait au moins sur un manguier ou sur un barbadier. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est un attentat à la pudeur. Bon, déjà, c'est Baobab, pas Barbabier. Ensuite, on dit atteinte, pas attentat. Nous étions dans un véhicule qui est un espace privé. Donc, en théorie, il n'y a aucune infraction. Monsieur le gérant de la Rousse, donc on parle et tu parles. Et là, c'est la place de l'indépendance que vous êtes en train de suivre comme ça. Tes aïeux, mes aïeux se sont battus pour avoir leur indépendance. Et on parle, toi, monsieur qui ne sait pas garder son pantalon fermé, tu es là à parler le gros français, en douille. Pardon, chef, vous avez raison, hein, on a mal agi. Voilà au moins quelqu'un qui est raisonnable que toi, monsieur le gérant de la Rousse. Les enfants passent ici. Un enfant pourrait toutefois à 7 heures de la nuit, waouh. En plus, tu continues. Toi, je crois qu'il te faut une bonne nuit de garde à vue avec un très bon café. Comme ça, là, tu vas retrouver tes esprits. Chef, ne vous fâchez pas. Non, je suis très fâché. Je suis très fâché. C'est pas parce qu'il est frustré sexuellement qu'il va venir vouloir verser sur moi ce qu'il n'a pas pu verser dans la voiture. Pardon, chef, on peut s'arranger, hein? Prénom, on n'a rien fait de mal. Prénom, attends. Donc, tu portes le même nom que ma mère. Attends, tu fais quoi avec ce impoliment? Chef, venez. Vous avez raison. C'est à cause de ça que le pays n'avance pas. Prénom ne contribue pas à la famille. Monsieur le gérant de la Rousse, je dis, c'est un gros mot en français là qui te mélange les idées ou bien c'est quoi? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Chef. Ma tati. Il faut le parler. Il faut vraiment le parler. Tu es trop bon pour lui. Si je vous laisse partir, c'est parce que tu portes le même nom que ma mère. C'est ça, pas parce que tu as graissé la patte. Et de quoi? Rien, chef. Eric, ce sera tout pour Atu sur le net de cette semaine. Merci à vous, Florence Bossa. Rendez-vous jeudi prochain pour notre numéro. Passez une très bonne journée. Atu Maté se poursuit. On va marquer une pause avant de retrouver Franck Arnaud et Lurish Gaba. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là et tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+? Garde-vous, pardon! Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans.
Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ulrich Gaba, bonjour. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. En pratiquement 10 ans de gouvernance, Patrice Talon, rarement nous l'avons vu visiter des chantiers. Ce mercredi, le chef de l'État s'est rendu sur 2 différents sites afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Il s'agit des projets de la route des pêches et du site Ouida Golf Club, dont l'aboutissement, selon la vision de Patrice Talon, participera au rayonnement touristique et économique du pays. Avant cette descente Ulrich Gaba, Patrice Talon était déjà à Ouida fin septembre pour visiter plusieurs chantiers, notamment ceux du bateau du départ, du village artisanal et quelques sites mémoriels, mais aussi des hôtels en cours de construction. Alors, à quelques mois de fin de son mandat, quelle appréciation faites-vous de ces différents déplacements ? Il faut déjà dire que le fait de voir le président descendre sur le terrain montre qu'il ne veut laisser aucun chantier en rade, aucun chantier non achevé avant son départ. Qu'il vous souvienne qu'il avait bien dit qu'au terme de son mandat, le peuple porterait en triomphe. Imaginez un peu qu'il finisse son mandat et qu'on constate que juste après, il y a des éléphants blancs, des chantiers qui ne sont pas terminés, des chantiers qui peinent à terminer. Et ce n'est pas bien pour son image. Et je pense que c'est ce qu'il veut soigner. Il veut faire en sorte que, au-delà de tout le travail qu'il fait déjà, qu'on ne trouve de failles à ces petits chantiers-là. Et aussi, quand on parle de la route des pêches, quand on parle de Ouida, c'est l'un des chantiers les plus importants pour le président Patrice Talon, parce que non seulement il met le Bénin au cœur de la destination du monde, c'est-à-dire il fait du Bénin une destination primordiale pour les touristes, à travers déjà les Vaudondaises, vous le savez déjà, ça draine assez de monde. Il y a aussi cette route des pêches qui est faite parce que ça permet quand même de travailler la cité balnéaire, de faire de la cité balnéaire le point d'ancrage de tous les touristes. Et s'il ne finit pas ce travail comme il veut le faire, ce serait un peu comme s'il a fait un travail bâclé. Donc c'est à son actif de dire qu'il veut suivre ces chantiers et résolument faire en sorte que ces chantiers soient terminés avec la grâce qu'il faut. Parce qu'une chose est de finir un chantier, de faire le chantier, de réaliser le chantier, mais l'autre chose qui est la plus importante, c'est de réaliser les chantiers dans le strict respect des normes. Et je crois sur le terrain, il a donné des instructions, il a fait des observations, et c'est justement ce qui permet quand même d'activer encore les chantiers. Et quand vous savez qu'un chef d'État vient sur un terrain, c'est que déjà les ouvriers aussi s'activent pour donner le résultat comme il se doit. Franck Arnaud, à la une du quotidien Fraternité, nos confrères ont titré ce jeudi matin « Sortie de Talon sur les chantiers, la fierté du devoir accompli ». Oui, c'est d'abord en termes d'objectifs, c'est d'abord d'aller voir un peu si le rythme que doivent prendre les travaux sur ce rythme-là est respecté. Et avant même ces derniers chantiers que Patrice Talon a visités, on l'a vu sur bien de chantiers. On l'a vu par exemple visiter le palais royal de Niki, l'arène de la Ganie un peu avant cette fête identitaire-là. On l'a vu également dans une caserne militaire, certains marchés de la ville de Cotonou, le marché de Gros, et puis bien d'autres marchés, d'autres infrastructures qui ont reçu la visite de Patrice Talon. Donc, il y va d'abord pour voir si les cahiers de charges et tout sont respectés et également identifier les problèmes que peut-être les acteurs qui sont en charge de ces chantiers-là n'ont pas pu résoudre et on apporte des solutions. Au-delà de cela, il faut voir la nature des infrastructures que Patrice Talon visite. Et on a parlé de marché, on a parlé de caserne, le siège de l'Assemblée nationale.
On a parlé également de l'arène de la Gani. Ça veut dire qu'il a des priorités auxquelles il tient. Par exemple, les infrastructures de développement, les infrastructures qui vont dans le cadre de la promotion culturelle. Durant tous ces 2 mandats, il en a fait une priorité. Et vous avez vu dernièrement, il était à Ouida pour voir également comment ces infrastructures qui vont promouvoir notre identité culturelle sont en train d'être construites. Je pense que il se met un peu dans la logique, il reste droit dans ses bottes. Hein. Ce n'est pas le monsieur à aller poser des pierres ça et là, mais il a attendu que beaucoup de chantiers prennent corps. Et pour qu'on dise pas, écoutez, il est parti en laissant des éléphants blancs, il veille au grain, il prend la mesure de la situation et il apporte la célérité qu'il faut sur les chantiers. On ne pouvait pas attendre mieux de Patrice Talon, lui, dont la visite, en tout cas les descentes, nous ont manqué pendant bientôt 10 ans. Si on le voit sur le terrain, et si vous voyez bien, ce n'est pas de fortes délégations, hein. Il y va avec les acteurs clés, quelques personnes, quelques voitures, et puis, vous voyez, je me souviens encore des images de la visite de l'arène de la Gani. Je l'ai vu avec quelques cadres seulement, et les acteurs qui étaient sur le chantier. Je pense que c'est de l'efficacité, la recherche du travail bien fait, et vous l'avez dit, c'est la fierté de voir que les chantiers, la plupart des chantiers qui ont été lancés et sont en train d'aboutir pour le développement de notre pays. On ne peut que saluer cette démarche du chef de l'État. Alors, Ulrich Gaba, en tout cas, sur le terrain, on le voit vraiment questionner. Hein. Il pose des questions, on le voit interroger les différents acteurs sur tel ou tel aspect, justement, des infrastructures. Alors, si tant est que Patrice Talon veut faire en sorte, justement, que ces chantiers aboutissent. Nous savons le temps qui lui reste pour la fin de son mandat, et nous voyons bien les grands chantiers qui sont encore ouverts dans le pays. Oui. Il y a beaucoup de grands chantiers qui sont ouverts dans le pays, mais il a mis l'accent sur certains qu'il veut achever avant de partir. Vous savez, chaque chantier a un délai contractuel. Si le délai contractuel va au-delà de la fin de son mandat, il fera ce qu'il faut pour qu'au moins ça prenne corps d'une certaine manière, même si ça ne s'achève pas. Mais ceux qui doivent finir avant la fin de son mandat, il doit faire en sorte que justement que ça finisse. Parce qu'au-delà de tout, qu'est-ce qu'on retiendra ? Est-ce que ce chantier devrait finir à la date X? À la date X plus 1, le chantier n'a pas été fini. Ou à la date X plus 1, le chantier a été fini, mais bâclé. À la date X plus 1, on a constaté qu'il n'y a rien eu. Il y a simplement un gros éléphant blanc qui trône là. Donc, c'est ce qu'il veut a priori éviter. Et vous l'avez remarqué, il y a des symboles, en fait des symboliques plutôt, dans sa démarche. Il est allé sur le terrain hier sous une pluie battante. C'est la preuve déjà qu'il pleuve ou qu'il neige, le travail qui doit être fait doit être fait. Les ouvriers pouvaient se dire, bon, il pleut, nous ne pouvons pas faire le travail ou tout ça. Le fait de descendre sur le terrain, a priori, ça peut stimuler ces ouvriers en se disant, attention, si le chef de l'État, malgré la pluie battante, est descendu sur le terrain pour constater ce qui se passe, alors nous, on n'a pas droit à l'erreur. C'est une manière de galvaniser la troupe sur le terrain. Deuxième chose, le fait d'être sur le terrain ne veut pas dire que le ministre des Travaux publics ne fait pas son travail. Non, c'est parce que au-delà des rapports qu'on fait au chef de l'État, parce que c'est clair que le ministre fait des rapports, d'abord les cadres sur le terrain remontent des informations au ministre, le ministre à son tour remonte des informations au chef de l'État, mais au-delà des informations, au-delà des rapports qui se font, il faut quand même que l'autorité aille sur le terrain pour constater. Il est arrivé par le passé où des rapports étaient faits à des chefs d'État ou à des autorités, mais sur le terrain, c'est tout autre chose qui se constate. Donc, aller sur le terrain de temps en temps, c'est important. Non seulement ça montre que ce chantier est important pour la République, mais aussi ça montre que la personne qui a commandité l'étude ou le travail, la confection, la réflexion de ce chantier tient à cœur la réalisation réelle et dans les normes. Et vous allez remarquer, vous l'avez dit tout à l'heure, il a posé des questions. C'est parce qu'il est soucieux du respect des cahiers de charges. Il y a eu des routes qui ont été construites qui devraient avoir une certaine épaisseur, mais qui n'ont pas eu cette épaisseur à la livraison. Il y a eu des routes qui jusqu'à présent n'ont pas été livrées. Donc si ces routes n'ont pas été livrées, c'est parce qu'elles n'ont pas respecté le cahier de charges. Alors, si le chef de l'État par moment descend sur le terrain
pose des questions, voit les goulots d'étranglement, c'est parce qu'il tient à ce que la route soit terminée, ces chantiers soient terminés à temps, dans les délais contractuels, et deux, que le chantier respecte à sa livraison le cahier de charges qui a été retenu de commun accord avec l'entreprise et aussi le maître d'ouvrage délégué. Alors, Franck Arnoux, nous connaissons la méthode de Patrice Talon, en tout cas, surtout pour ce qui est de l'exécution de ces chantiers. Est-ce que Patrice Talon a des inquiétudes à se faire? Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, si vous tenez à quelque chose, vous vous engagez dans la réalisation d'un projet, vous vous donnez les moyens. Et ici, n'oubliez pas que les sorties de Patrice Talon également ont des portées politiques. Nous sommes en plein processus électoral et il sera jugé, son candidat, en tout cas son successeur sera également traité sur le terrain en fonction des résultats qui sont obtenus. On n'a pas tous les jours on parle des résultats éloquents de sa gouvernance, mais il va falloir que les choses soient peaufinées, qu'on ne laisse pas des failles pour que les gens trouvent véritablement à dire, tout simplement parce que, eh bien, vous voyez les qualités de l'homme, vous voyez un peu son engagement, vous voyez la ténacité, et moi ce qui m'impressionne, c'est ce rythme-là gardé depuis le début de son mandat. On ne sent même pas que nous sommes entrés dans une période électorale. J'ai appris que le marché d'Antokpa, dont la délocalisation a été annoncée depuis des années, ça va se faire malgré que nous sommes en période électorale. Ce n'est pas tous les politiques, tous ceux qui sont engagés dans la gestion des affaires de l'État qui ont ce courage-là. Et donc, c'est quelque chose à saluer. Pour lui, c'est le développement qui compte certainement. Et si ça peut profiter à l'intérêt général, en tout cas, Patrice Talon s'y engage. Et donc, je pense que en le faisant ici, c'est également de passer un message aux acteurs des chantiers pour leur dire, écoutez, il n'y a pas d'erreur à faire. Ne pensez pas que nous sommes à la fin d'un mandat et qu'il faut foutre le bordel. Ça n'est pas du tout le cas. Il va falloir garder la tête sur les épaules et maintenir le cap pour que nous ayons des résultats. Cependant, il y a par endroit des chantiers qu'il faut rappeler à l'attention du chef de l'État. Vous voyez la route au niveau de Calavi qui dessert entre Pota et puis Wedo, cette route-là qui est toujours en chantier. Dans d'autres villes également, il y a des chantiers. Dans la ville de Parakou, dans d'autres villes, à Kouandé, la voie qui mène à Kouandé. Et donc, ces chantiers-là, au-delà de la ville de Cotonou, je pense que Patrice Talon devrait descendre à l'intérieur du pays également pour booster les choses. Parce que ça va être un point positif pour lui, ça va être un point positif à l'actif de son bilan, mais également ça pourrait contribuer à engranger des points, n'est-ce pas, pour le candidat de la mouvance ou le duo de candidats qui a été investi le week-end dernier à Parakou. Parce que si ça n'est pas fait par endroit, ça pourrait jouer un peu contre ce qui va se faire pendant la campagne. C'est de bonne guerre, mais en termes de développement, on sent que il y a des objectifs que Patrice Talon ne négocie pas. Et cette descente-là contribue à la réalisation de ces objectifs. Un détail important, Ulrich Gaba, cette zone que Patrice Talon a visitée est devenue une zone purement stratégique, notamment pour le tourisme, qui a même fait objet de décision en Conseil des ministres de ce mercredi. Travaux d'aménagement du site de réinstallation des maraîchers situé dans l'emprise des projets de construction du village de vacances de type Club Med et du parcours du golfe à Avlekete dans la commune de Ouida. Et donc, le gouvernement s'est prononcé en faveur de l'aménagement du site de réinstallation par sa parcellisation en 132 parcelles de 500 mètres carrés, une préparation culturelle du sol incluant des opérations d'abattage, de tronçonnage, dessouchage et bien d'autres activités, la réalisation de puits tubés et l'installation d'un système d'irrigation pour chacune des 132 parcelles concernées. Donc on est en train d'aménager un espace pour permettre justement à nos compatriotes qui sont dans cette activité, le maraîchage, justement, dans une zone qui a vraiment une forte potentialité touristique. Oui, effectivement. Vous savez, on peut pas erreur dissocier ce projet du grand projet culturel et touristique qu'il y a dans la commune, qui s'installe dans la commune de Ouida. Mais c'est faux.
Tout est lié. Vous savez, quand on parle de culture, on a souvent tendance à juste voir les arts, les musées, d'autres aspects qui sont beaucoup plus attrayants. Mais en réalité, on constate que Patrice Talon installe pas seulement un système touristique, mais plutôt une industrie touristique. Une industrie touristique met en place beaucoup d'aspects qui, a priori, n'ont peut-être pas de lien connexe, mais au fond, sont tous intrinsèquement liés. Vous voyez, il y a le bateau qui est en train d'être construit actuellement, qui, il faut le préciser, représente, est carrément à l'image du dernier bateau de négrier qui a quitté Ouida, un bateau qui est parti aux environs, dans les environs des années, au XVIIe siècle, je crois. Voilà. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il y a la route des pêches qui quitte Fitrocet jusqu'à Ouida et continue encore. Donc, vous voyez déjà, il y a un travail qui est en train de faire à ce niveau. Le golf club qui est en train d'être mis en place. Maintenant, la cité maraîchère qui est en train d'être mise en place. Observez un peu tout ceci et vous comprendrez que c'est une manière de mettre ce site, c'est-à-dire, je vais parler de l'espace autour de Ouida, pas que Ouida. Il y a Ouida, il y a les périphéries de Ouida. Il est en train de faire en sorte que ça devienne une réelle industrie touristique. Quand les gens viennent, quand les touristes viennent, que ce soit au Vaudouindés ou pour d'autres événements, quand ils viennent, que ce ne soit pas seulement les Vaudouindés qui attirent l'attention, mais d'abord les infrastructures qui sont mises en place, les aspects qui sont mis en place, le site maraîcher dont vous venez de parler, aussi peut servir constamment et sérieusement à drainer du monde. Donc, au-delà de tout ceci, c'est pour vous dire simplement que on met beaucoup d'aspects en place pour pouvoir drainer du monde. Alors, nous savons que malgré la volonté du gouvernement de transformer cette zone, il y a en toile de fond quelques critiques, notamment sur la façon dont on a géré les citoyens qui avaient des domaines, des immeubles, des maisons, en tout cas, dans cet environnement-là. Et est-ce que, en faisant l'option, justement, de ces nouveaux emplacements qui a été identifié au profit des maraîchers, recensés sur les sites visés pour la poursuite de leur activité en guise d'accompagnement, cela ne vient pas, justement, contredire à ceux qui pensent qu'en réalité, le gouvernement est dans une approche va-t-en-guerre, on dégage les gens comme si, bon voilà, c'était des objets qu'on prend, on dépose là-bas. Oui, c'est réel et ce n'est pas des fous qui conçoivent des projets. Vous savez, lorsque vous considérez un peu l'intérêt général et qu'il y a quelques personnes qui doivent perdre leur domaine, qui doivent perdre leur habitation et tout, l'État essaie d'arbitrer parce qu'après tout, l'État est propriétaire de la terre. Et donc, quand ça arrive comme ça, c'est douloureux, c'est bien choquant de voir que les bâtisses que vous avez mis des années à construire, dans lesquelles vous avez investi toute votre économie, qu'on les descende d'un coup pour dire on veut construire une voie, on veut faire ci, on veut faire ça, eh bien, mais c'est pour l'intérêt général. Et cela n'est pas sans contrepartie. Ça peut ne pas tenir compte de tout ce que vous avez investi, mais on vous soulage avec une contrepartie. Il est même précisé dans le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi que dans le cadre de la réalisation de ces projets, les immeubles bâtis et le foncier ont été évalués et une enquête de commodo-incommodo effectuée en vue du paiement des indemnisations aux personnes affectées. Vous savez, nous venons de loin. Si au moment de la poussée démographique, au moment de l'installation des villes, on tenait compte des normes. Malheureusement, nous étions dans un contexte où on n'avait pas tous les moyens de prévoir. Aujourd'hui, on parle de cadastre. Aujourd'hui, on parle d'asphaltage. On parle de beaucoup de choses. Vous entrez dans une voie. Vous savez qu'avec la géolocalisation aujourd'hui, les gens qui viennent en tourisme, ils n'ont plus besoin de qui que ce soit. Avant, on louait des gens, pratiquement, on louait des conducteurs de taxi-moto. Pour vous, c'est vrai que vous n'êtes pas fan de cet outil, mais ça marche. Vous allez, et c'est grâce au problème ils ont le thème d'adressage et tout ça que l'on fait aujourd'hui qui facilite la tâche aux gens. Vous appuyez, on vous envoie, on dit je suis à tel endroit, vous appuyez et puis dans votre voiture, sur une moto, ça vous conduit au point dit. Donc nous avons pris du temps à commettre des erreurs. Mais on avait aussi une gestion catholique du foncier dans le pays où on vendait des terres. C'est une accumulation d'erreurs que nous avons eu à faire par le passé, qu'on est en train de corriger
progressivement. Et si nous ne maintenons pas le rythme, c'est que à un moment donné, vous allez voir que vous entrez dans des... Parfois, vous entrez dans des rues, vous vous demandez, mais qui a fait, par exemple, le lotissement ici? Vous voyez des gens installés dans des qui a vendu ce domaine. Qui a vendu ce domaine, on bradait tout. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et donc, pour ceux qui ont été choqués, ceux qui se sentent brimés, en tout cas, il y a toujours des manières de les soulager. Et sur l'installation des maraîchers, de cet espace-là qui est dédié aux maraîchage, je pense que ça vient un peu compenser les dommages économiques que l'on a causés. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront commercialiser sur place le produit, profitant de la proximité des complexes hôteliers de la station balnéaire, voilà. Donc, qui seront comme le disait Uloïs tout à l'heure, c'est tout un circuit. C'est un ensemble, c'est une industrie qui se construit. Si vous avez, par exemple, vous faites des laitues et vous êtes à côté d'un hôtel, l'hôtel n'aura plus besoin d'aller très loin, dépenser les frais de transport pour se procurer de la tomate, pour se procurer des légumes, des carottes et tout. Donc, c'est bien réfléchi. Je pense que c'est un projet, ce sont des projets futuristes qui nous amènent à penser grand pour notre pays et à penser vraiment loin pour notre pays. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres chantiers à l'intérieur du pays que moi je souhaite voir Patrice Talon visiter pour booster, pour accélérer les travaux afin que au soir de son mandat, que l'on puisse véritablement, en citant Ouida, en citant Cotonou, en citant Abomey-Calavi, en citant Parakou, en citant Niki, qu'on puisse citer d'autres villes également qui ont besoin de ces infrastructures-là pour sortir de l'ornière, telle que la route qui mène à Kouandé. Si vous l'avez pratiqué une fois, vous comprendrez que en lançant ces travaux, c'est une bouffée d'oxygène pour les populations et c'est un grand soulagement qui au bout va se sentir, et c'est très important. Donc on peut espérer voir Patrice Talon aussi à l'intérieur du pays et visiter d'autres chantiers qui sont en cours d'exécution. Oui, d'autres chantiers, je commence déjà par la dernière phrase, ou du moins sur le dernier développement de Franck, le chantier de Kouandé. Pourquoi Kouandé vous préoccupe spécifiquement? Ça tarde justement d'être concrétisé parce qu'effectivement, le chantier est lancé. Mais là, sur le terrain, on sent qu'il y a des piétinements, vivement que les autorités mettre beaucoup plus le pied à l'étrier. Non, pas seulement l'étrier à l'étrier, mais plutôt il faut qu'il y ait beaucoup plus de pression afin qu'on ait ce résultat à temps. Mais quand nous revenons très rapidement au social dont vous avez parlé tout à l'heure, je pense que au-delà de l'industrie culturelle, de l'industrie touristique qu'on est en train de mettre sur pied, effectivement, il y a des comités qui évaluent souvent la valeur des bâtisses, la valeur des parcelles qui sont déjà mises en place, des investissements, mais ça a toujours créé des graissements dedans. C'est là où moi je voudrais implorer que le social intervienne beaucoup plus là. Imaginez un monsieur ou une dame qui a construit sa maison, qui a pris sa parcelle il y a plus de 20 ans et qui entre-temps a investi. Et vous savez, qu'on le veuille ou non, la parcelle prend de la valeur avec le temps. Et quand on vient lui acheter cette parcelle, soit à peu près ou approximativement au prix de vente d'il y a 20 ans, en lui disant que qu'est-ce qu'il a fait lui pour que la parcelle prenne de la valeur, parce que c'est pas lui qui a amené l'eau, c'est pas lui qui a amené l'électricité, c'est pas lui qui a développé les rues autour de cette parcelle. A priori, c'est l'État qui a tout fait. Donc, c'est parce que l'État a fait tout ceci que cette parcelle a pris de la valeur et qu'on veuille lui acheter cette parcelle-là au prix d'achat d'il y a 20 ans. Je pense qu'il faut quand même être assez social. Je comprends que l'État veuille l'acheter à ce prix-là, mais qu'on le veuille ou non, c'est un investissement que la personne a eu à faire. Donc, j'implorerais véritablement le hautement social à ce niveau parce que quand on investit, c'est pour avoir quelque peu d'intérêt. Et si à la fin, on se rend compte que la perte, elle est totale, alors là, ça ne fait vraiment pas bien. Et quand on veut construire avec le pays, c'est vrai qu'il y a des sacrifices qu'il faut faire. Pendant qu'on fait les sacrifices, qu'on reconnaisse aussi que l'État a reconnu à un moment donné les difficultés de la population et il les a allégés un tant soit peu. Donc, que dans cette manière de dédommager, que les propriétaires qui seront expropriés ne se sentent pas trop lésés. C'est parce que c'est ça souvent la grosse crainte au niveau de toutes les personnes. On en a vu à plusieurs endroits. On a vu jusqu'à présent, il y a certains dossiers qui traînent encore. Alors nous parlons où des gens se plaignent encore. Donc faisons en sorte que ce qui doit nous réunir ne fasse pas vraiment toujours objet de frustration, surtout au niveau de ces personnes-là.
Merci à vous, Ulrich Gabar. Merci à vous, Franck Aounou. Actu Matin de ce jeudi s'arrête ici. Merci de votre fidélité à nos programmes. À 13h, c'est le journal de la rédaction. À 16h, bulletin d'information. Et puis à 19h30, la grande édition de la soirée. Mais avant, à 12h, vous avez rendez-vous avec Gédadi et son équipe dans le plein de midi. Portez-vous bien et à très bientôt.